Le 20 avril 2010, une explosion tue 11 ouvriers sur la plateforme pétrolière Deepwater Horizon et ouvre un puits qui déverse 8000 barils de pétrole brut dans le Golfe chaque jour. Des submersibles télécommandés, un dôme en acier de 125 tonnes et des balles de golf. Voici l'opération de sauvetage à 1,6 milliard de dollars pour colmater la pire marée noire de l'histoire. Deepwater Horizon était une plateforme de forage offshore mobile à positionnement dynamique. Elle appartenait à Transocean Oil et était louée à BP. Le site de forage, connu sous le nom de Macondo ou MC252, était situé à 42 miles au sud-est de Venice, en Louisiane, dans la zone de prospection de Macondo. La plateforme comptait un équipage de 126 personnes à bord le jour de l'incident. Après avoir foré jusqu'à sa profondeur finale de 5600 mètres et cimenté le tubage en acier, la plateforme a explosé et a brûlé. Alors que l'équipage tentait de reprendre le contrôle du flux de pétrole et de gaz, le tuyau dans la tête de puits s'est déformé. Le système de déconnexion d'urgence n'a pas activé le dispositif anti-éruption ni déconnecté la colonne montante marine. J'ai fait une vidéo sur cet accident sur ma chaîne sur les catastrophes, dont je mettrai le lien ici. Immédiatement après l'accident, BP active son plan d'intervention contre les déversements de pétrole et commence à rassembler des ressources pour sauver la plateforme et le puits. Pour reprendre le contrôle de l'obturateur anti-éruption, ils envoient un ROV pour se raccorder à la ligne hydraulique de l'obturateur anti-éruption, à 1500 mètres sous la surface de l'eau. L'obturateur anti-éruption sert à sceller le puits en cas d'urgence. Il possède plusieurs composants qui peuvent se refermer autour de la tige de forage pour ne fermer que l'espace annulaire ou couper la tige de forage afin de sceller complètement le puits. Le système comprend 2 modules de commande électronique, tous deux défaillants pendant l'accident, et un panneau de commande hydraulique qui alimente les composants de l'obturateur anti-éruption. La plateforme de forage est connectée au dispositif anti-éruption par un conduit de remontée marine qui sert de tuyau extérieur. Le conduit de remontée abrite le train de tige de forage. La plateforme pompe la boue de forage dans le train de tige pour lubrifier la tête pendant le perçage. La boue et les débris remontent dans le conduit par l'espace annulaire, situé entre le train de tige et le conduit. Le conduit de remontée est relié au bloc obturateur anti-éruption, qui mesure 17 mètres de haut et pèse environ 400 tonnes. Le bloc obturateur anti-éruption est relié à la tête de puits. Comme les 2 modules de commande sont endommagés, les ingénieurs de BP doivent contourner le système et activer l'obturateur anti-éruption manuellement. Le ROV s'approche du panneau de commande hydraulique de l'obturateur anti-éruption, appelé aussi plaque de connexion, et aligne un connecteur hydraulique appelé hot stab, qui fonctionne comme une injection hydraulique. Le ROV utilise le hot stab pour essayer de fermer l'obturateur central du train de tige et sceller l'espace annulaire autour du train de tige de forage. S'il scelle cet espace, il pourrait reprendre le contrôle de l'incendie sur la plateforme et pomper du ciment dans le train de tige pour obturer le puits. Mais le ROV se branche sur la conduite hydraulique de l'obturateur d'essai au lieu de celle de l'obturateur central du train de tige. L'obturateur d'essai sert seulement à vérifier que l'obturateur anti-éruption supporte la pression. Il n'est pas fait pour obturer le puits. Le puits Macondo. 252 continue de couler, alimentant l'incendie sur la plateforme en feu. La garde côtière américaine s'inquiète des 700 000 gallons de diesel à bord de la plateforme Deepwater Horizon et de la possibilité qu'il y ait un déversement de pétrole brut estimé à 8000 barils, soit 336 000 gallons chaque jour. Un mince film de pétrole flotte à la surface de l'eau et s'étend sur 2 miles à partir de la plateforme. Le lendemain, l'incendie sur la plateforme persiste et un autre ROV est envoyé pour activer le dispositif anti-éruption via la procédure de hot stab afin de fermer le vérin du tuyau central. En cas d'échec, il dispose d'une série de mesures de plus en plus radicales pour activer les vérins de cisaillement dans le dispositif anti-éruption, coupant la tige de forage et scellant entièrement le puits. Cela reste une solution de dernier recours si la procédure de hot stab échoue. Pendant l'accident, l'équipage de Deepwater Horizon a essayé d'activer les vérins de cisaillement. Maintenant, BP essaie toujours de trouver un moyen d'éviter cela et de sauver le puits. La pompe hydraulique du ROV tombe en panne. La tentative est abandonnée et le ROV remonte à la surface pour des réparations et les options de BP vont devenir encore plus limitées.
Le 22 avril, 2 jours après l'accident, Deepwater Horizon coule et libère 700 000 gallons de diesel dans l'océan. BP envoie un ROV pour localiser et évaluer les dégâts sur l'épave. Il trouve la plateforme retournée à moins d'un quart de mile au nord-ouest du dispositif anti-éruption, avec la colonne montante arrachée de la plateforme et posée à côté. Du pétrole s'échappe de l'extrémité de la colonne montante et de l'extrémité du train de tige de forage qui dépasse de la colonne montante. Maintenant, BP doit activer le système de cisaillement automatique pour couper le train de tige de forage et sceller le puits. Ils envoient un ROV pour couper les câbles électriques du dispositif de prévention des éruptions afin d'activer la fonction homme-mort, qui est un système de sécurité électrique déclenchant le vérin de cisaillement automatique si le système perd de l'alimentation. Le système homme-mort est censé fermer le puits en cas d'urgence sans intervention manuelle, mais il ne s'est pas déclenché lors de l'accident et, lorsqu'ils ont coupé les câbles, rien ne s'est passé. Les 2 modules de contrôle électronique sont tous les 2 défectueux. Les fils d'un module sont croisés et le solénoïde ne s'active pas, et la pile de 9 volts de l'autre module est morte. BP demande au pilote du ROV d'activer la fonction de déclenchement par goupille de l'autocisaillement, un dispositif de sécurité mécanique qui coupe le tuyau de forage. Ce que les ingénieurs ne savent pas, c'est que pendant l'accident, le tuyau s'est déformé, ce qui l'a éloigné de la ligne du capteur et l'a placé hors de la zone de coupe des vérins de cisaillement. La goupille de déclenchement de l'autocisaillement fonctionne et les lames des vérins de cisaillement se referment, mais au lieu d'une coupe nette, le tuyau est simplement déformé et le pétrole continue de s'écouler. L'équipe de sauvetage utilise le ROV pour tenter une nouvelle connexion hydraulique, mais après de multiples tentatives et des dommages croissants aux systèmes hydrauliques, il n'y a pas assez de pression pour fermer complètement le vérin. Ils tentent encore d'activer de nouveau la fonction de déclenchement par goupille, mais ils frappent la partie épaisse du raccord d'outils, du train de tige, au lieu du tuyau plus fin. 4 tentatives échouent et le puits continue de déverser du pétrole dans l'océan. BP doit trouver un autre moyen d'arrêter la fuite. L'Administration nationale océanique et atmosphérique dispose d'un outil pour modéliser le comportement du pétrole en mer. Ils prévoient que 35% du pétrole s'évaporera. De 10 à 15% seront dilués et les 50% restants formeront une émulsion avec l'eau de mer qui pourra être récupérée et pompée. Au 23 avril, la marée noire a formé une nappe de surface d'1 mile de large sur 5 miles de long. 32 bateaux et 5 avions sont mobilisés pour répandre des dispersants et déployer des écrémeurs afin de nettoyer la marée noire. Après 3 jours de recherche sur 5000 miles carrés pour retrouver des survivants, la garde côtière américaine met fin aux recherches des 11 membres d'équipage portés disparus du Deepwater Horizon. BP nomme maintenant 2 équipes pour arrêter la fuite. Une équipe va forer un puits de secours et une autre équipe va travailler à obturer le puits. Un puits de secours est un second forage réalisé en biais jusqu'à la base du puits d'origine, ce qui permettra à l'équipe de sauvetage de pomper une boue de forage lourde appelée kill mud, ainsi que du ciment dans le puits d'origine afin de le sceller définitivement. Mais ils ne peuvent pas sceller la base du puits tant que l'écoulement libre n'a pas cessé. Il faut d'abord obturer le puits. Pour fermer le puits, la deuxième équipe doit construire un dispositif d'obturation, mais cela prendra du temps, donc une solution temporaire est nécessaire pour gérer le flux de pétrole et de gaz. Le 25 avril, ils essaient à nouveau d'activer le vérin central du préventeur d'éruption en utilisant le hot stab du ROV et un accumulateur sous-marin portable. L'accumulateur stocke du fluide hydraulique sous pression dans des accumulateurs qui peuvent être libérés pour fournir la pression hydraulique supplémentaire nécessaire à l'activation des mâchoires de cisaillement. Mais les ingénieurs de BP ne savent pas que le tuyau s'est déformé, et donc toutes leurs tentatives échouent. Le 29 avril, la marée noire atteint la côte de Louisiane. S'étendant sur une zone de 600 miles, le gouverneur déclare l'état d'urgence et en quelques jours, près de 100 miles de barrages flottants sont déployés pour contenir le pétrole. Pour minimiser l'impact de la marée noire, BP injecte des dispersants chimiques sous l'eau, directement à la source de la fuite, alors que le pétrole s'échappe du conduit. Les dispersants sont normalement utilisés en surface pour fragmenter le pétrole en petites gouttelettes qui coulent jusqu'au fond de la mer, loin des yeux, loin des préoccupations. J'ai entendu plusieurs témoignages faisant état de brûlures chimiques et de cancers liés aux dispersants chez des bénévoles travaillant au nettoyage des plages.
Je ne connais pas l'impact complet des dispersants chimiques sur l'écologie sous-marine, mais j'ai du mal à imaginer que déverser encore plus de produits chimiques dans l'océan soit une bonne chose. Le 1er mai, les ingénieurs de BP portent leur attention sur le obturateur annulaire, un grand appareil en forme de beignet utilisé pour sceller le puits lors des opérations de forage. Un joint en caoutchouc devrait créer une barrière étanche autour du tuyau de forage et empêcher le pétrole de s'échapper par le conduit de remontée. Mais le tuyau mal aligné dans le puits empêche le obturateur annulaire de sceller le puits. Le 2 mai, le Development Driller 3, une plateforme de forage semi-submersible pour eau très profonde, commence à forer le premier puits de secours à moins d'un demi-mile du site MC 252. Un puits de secours est un moyen fiable de stopper une éruption incontrôlée si la fuite ne peut pas être arrêtée, mais il faut du temps et de la précision pour le réaliser avec succès. Le 7 mai, un dôme de confinement ou caisson de 125 tonnes est descendu dans l'eau. Il sera positionné au-dessus de la plus grande fuite à l'extrémité du risé marin. Ce caisson est une structure en acier d'environ 12 mètres de haut, il mesure 7 mètres de large et 4 mètres de profondeur, conçu pour capturer le pétrole s'échappant de l'extrémité du tuyau comme un entonnoir inversé. Un tuyau situé au sommet de l'entonnoir dirigera le pétrole vers un navire de collecte à la surface. Quand le bâtard d'eau atteint le fond marin, des cristaux d'hydrate se forment dans le dôme. Le gaz méthane qui remonte du puits, mélangé à l'eau de mer froide, forme des cristaux semblables à de la glace qui obstruent le dôme, bloquant l'écoulement et rendant le dôme à flottabilité positive. Le dôme rempli de gaz et de pétrole piégé remonte vers les navires en surface, les exposant à un risque de collision. Les marins et les ingénieurs parviennent à reprendre le contrôle et à éloigner le caisson avant qu'elle ne cause des dégâts. Ils la déposent sur le fond marin, loin du puits qui fuit. Le caisson n'est pas un échec total. Ils apprennent que les conceptions futures doivent inclure une injection de méthanol dans la cloche pour empêcher la formation de cristaux d'hydrate. Les ingénieurs de BP passent à leur prochaine idée. Un dispositif d'insertion de tubes dans la colonne montante agira comme une paille insérée dans le risé cassé pour aspirer le pétrole hors du tuyau. Après 2 tentatives infructueuses, les ingénieurs de BP insèrent un tube d'1 mile de long dans le tuyau de risé cassé, ce qui détourne une partie du pétrole vers un navire de forage à la surface. Le tube siphonne environ 2000 barils par jour, soit à peu près un quart des 8000 barils qui se déversent dans l'océan. Le pétrole et le gaz sont redirigés vers la surface pour être traités ou brûlés à la torchère, où ils sont brûlés. Mais ce n'est qu'une mesure temporaire pour minimiser la quantité de pétrole qui se déverse dans l'océan. Le lendemain, la plateforme pétrolière Développement Forage 2 commence à forer un 2e puits de secours. Le tube d'insertion du riser apportant un certain soulagement, BP élabore un plan de top kill pour injecter de la boue lourde dans le puits via le dispositif de prévention des éruptions avec une force suffisante pour stopper l'écoulement du pétrole. Mais ils craignent que la pression dans le puits ne repousse la boue vers l'extérieur, alors ils ont besoin d'un moyen de ralentir le flux et de l'obstruer. Les ingénieurs préparent ce qu'ils appellent un junk shot. J'aurais aimé assister à une réunion où ils expliquent le junk shot à un conseil d'administration. Ils raccordent un collecteur de junk shot directement aux entrées latérales du dispositif anti-éruption à l'aide de tuyaux flexibles appelés flexibles de liaison. Ensuite, ils injectent leur des débris et de la boue lourde dans le dispositif anti-éruption. Le junk shot contient cordes déchiquetées, caoutchouc, billes d'étanchéité, fragments de pneus, balles de golf et pierres. C'est le genre de truc que mon fils de 6 ans mettrait dans un tuyau pour le boucher. Après 3 jours et 6 tentatives ratées de colmater le puits avec de la boue lourde et des balles de golf, ils passent à leur prochaine idée, le système de confinement par capuchon top hat de l'ensemble inférieur du risé marin. Début juin, environ 6 semaines après l'accident, les opérateurs de BP utilisent une cisaille hydraulique, semblable aux pinces de désincarcération, pour découper la majeure partie du tuyau tordu fixé au dispositif de prévention des éruptions. Pour obtenir une finition lisse, ils utilisent une scie à fil diamantée pour couper le reste du tuyau au plus près du dispositif de prévention des éruptions. La scie à fil diamanté se coince, obligeant à utiliser la cisaille hydraulique sous la scie, ce qui crée un bord irrégulier qu'ils voulaient éviter. Les opérateurs raccordent le couvercle de confinement Top Hat, version 4 conçu pour sceller autour de l'obturateur anti-éruption, ce qui augmente le taux de récupération et le pétrole est acheminé vers un navire en surface. Du méthanol est injecté dans le couvercle pour empêcher la formation d'hydrates de glace qui pourraient en bloquer le tuyau d'1 mile de long partant du couvercle. Mais il n'arrive pas à contenir tout le pétrole qui fuit.
Une petite partie s'échappe encore sous le rebord et par 4 évents ouverts sur le dessus du dispositif, qui n'a pas assuré l'étanchéité comme prévu. Le dôme de confinement est capable de recueillir 6000 barils de pétrole par jour. Ce chiffre monte à 10 500 barils par jour après une semaine. Et la capture quotidienne du dôme de confinement atteint environ 15 000 barils de pétrole par jour, dépassant largement les 8 000 barils par jour qu'il pensait en s'échapper du puits. Le taux est révisé à la hausse entre 35 000 et 60 000 barils par jour. Les ingénieurs de BP décident d'inverser le flux du collecteur d'injection de débris. Au lieu d'injecter de la boue et des balles de golf, ils utilisent le même système pour extraire 10 000 barils supplémentaires par jour, mais le navire de forage utilisant le collecteur d'injection de débris ne peut rien stocker. Ils doivent donc brûler pétrole et gaz. Jusqu'à présent, l'équipe a mis en place des mesures à court terme pour récupérer le pétrole et cela est sur le point de changer. Le 10 juillet, l'extraction du pétrole est arrêtée et le dôme de confinement Top Hat est retiré pour faire place à une nouvelle tête de fermeture à 3 vérins. Ce nouveau capuchon ressemble à un obturateur anti-éruption empilé sur l'obturateur anti-éruption d'origine. Il dispose de vérins hydrauliques fonctionnels qui scellent le puits ou relient un conduit pour acheminer le pétrole en surface. Pendant qu'il passe du Top Hat à la 3e tête de fermeture, le pétrole s'écoule dans le golfe pendant 48 heures, mais l'ensemble devrait permettre aux opérateurs de reprendre le contrôle. Le 12 juillet, la nouvelle tête de fermeture à 3 vérins de 40 tonnes est scellée en place au-dessus du dispositif anti-éruption d'origine. L'étape suivante consiste à tester l'intégrité du puits. Presque immédiatement, ils découvrent une fuite. Il faut encore 3 jours pour remplacer la pièce qui fuit et le test recommence. Le 15 juillet, après presque 3 mois, BP annonce que le nouveau dispositif de fermeture a arrêté l'écoulement du pétrole pour la première fois depuis l'accident. Fermer le puits à la surface apporte un certain soulagement à court terme, mais le bouchon en surface représente un point de défaillance unique. BP doit sceller le puits pour résister à la pression du réservoir. Fin juillet, BP reçoit l'autorisation de lancer une opération de static kill. La méthode du static kill repoussera le pétrole et le gaz dans le réservoir et équilibrera la pression du puits. Le 3 août, le navire de forage Q4000 commence à pomper de la boue de forage à travers le collecteur d'étranglement et d'injection, puis à travers le dispositif de prévention des éruptions du Deepwater Horizon et dans le puits MC252. Juste après minuit, l'équipe atteint un état d'équilibre statique où le poids de la boue de forage retient la pression du puits. Les ingénieurs injectent du ciment dans le puits, puis, après prise, réalisent un test de pression. Au cours des semaines suivantes, ils relâchent progressivement la pression depuis la surface, et le 21 août, BP confirme que le bouchon de ciment a scellé le puits MC252. Mais il reste encore un endroit à sceller. Début septembre, les ingénieurs retirent le dispositif de prévention des éruptions de la Deepwater Horizon et l'envoient en Louisiane pour enquête. Ils installent un nouveau dispositif de prévention des éruptions sur place. À la mi-septembre, le puits de secours foré par Development Driller 3 croise le puits MC252 au-dessus du réservoir de pétrole et, le lendemain, ils injectent du ciment à la base du puits. Le 19 septembre, 5 mois après l'accident, BP termine l'opération finale de colmatage par le bas, scellant définitivement le puits Macondo. La fuite a été stoppée à la mi-juillet 2010, 86 jours après le début de l'éruption du puits, et le puits a été définitivement bouché le 19 septembre. Deepwater Horizon a déversé 4,9 millions de barils de pétrole dans le Golfe, recouvrant environ 2100 km de côte. BP a dépensé plus de 1,6 milliard de dollars pour tenter de reprendre le contrôle du puits et encore 65 milliards pour couvrir les coûts de nettoyage, les frais juridiques, les règlements et les amendes liées à la marée noire. Le coût total pour l'économie pourrait atteindre 145 milliards de dollars. L'épave de Deepwater Horizon repose toujours au fond de la mer aujourd'hui. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir une autre opération de sauvetage complexe.